BFM Business fait le pari des entreprises de taille intermédiaire. Paris ETI avec Patrice Béguet. Alors vous allez voir, tous mes invités qui sont ici, qu'on va vous montrer à l'écran en direct maintenant, ils ont une patate, ils ont la pêche, ils ont des envies comme jamais, parce que c'est Paris ETI. Paris ETI, c'est l'émission qui vous donne envie des ETI. Alors, madame, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ils sont prêts, c'est parti. Paris ETI sur BFM Business. On va démarrer avec toi, ma chère Raphaël Torgman, présidente et CEO de Jaito. Jaito Capital est le plus grand fonds de private equity indépendant en Europe, spécialisé dans la santé biopharma. Je crois que vous avez 534 millions d'actifs sous gestion, c'est ça? Tout à fait. C'est énorme, un demi-milliard, vous vous rendez compte? À travers ces investissements dans les sociétés biopharmaceutiques de pointe, Jaito accélère le développement de traitements innovants au service des patients atteints de maladies sévères et sans solution thérapeutique. Donc ça s'appelle tout simplement une société efficace et efficiente. Toi-même, tu es médecin à la base, interne des hôpitaux de Paris et chercheur également à l'INSERM. Tu as mis toute ton expertise, toute ta force, parce que tu es une femme très très forte, expertise scientifique au service de l'innovation en santé, investisseuse aguerrie depuis plus de 20 ans et convaincue de la force du collectif. Tu as fondé Jaito en 2020, une carrière formidable. Tu es devenu entrepreneur. Je dois te l'avouer en direct ici, c'est même un peu toi qui m'as donné envie d'entreprendre ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus exaltant aujourd'hui dans le fait d'ailleurs d'entreprendre? C'est ma première question. Alors, merci Patrice, très heureuse d'être là sur ce plateau avec toi et avec ces entrepreneurs. La passion d'entreprendre, c'est avant tout l'intérêt pour l'être humain. Moi, je suis médecin, effectivement, tu l'as dit, c'est non seulement la formation dans cette belle institution qu'est la PHP, mais aussi la passion de servir le patient. Donc, Jaito, je l'ai créé avant tout pour servir le patient et les patients avec des maladies graves qui ne sont pas servies au sens de traitement efficace ou de traitement du tout. Aujourd'hui, 2/3 des maladies connues sont sans traitement efficace et on a en plus toutes les nouvelles maladies, on l'a vu avec le Covid. Donc c'est avant tout servir le patient et aussi toutes les parties prenantes pour avoir des médicaments qui vont arriver sur le marché. Donc Jaito, oui, c'est un fonds d'investissement qui permet d'investir dans des sociétés qui vont créer qui vont accompagner des sociétés pour développer des médicaments et pour ces patients, avoir accès à ces médicaments innovants. Alors, face à la difficulté, comment on trouve la ressource d'aller toujours de l'avant? Alors la difficulté, oui, je crois qu'il faut la voir, mais c'est surtout essayer d'anticiper et d'optimiser tout ce qu'on fait de nouveau à la fois pour le patient et pour l'équipe. On est dans un domaine dans le milieu de la santé et du médicament innovant qui est un domaine où tout est publié. Donc on peut finalement avec des outils, avec une méthodologie et bien sûr avant une équipe et dans le collectif, tu l'as dit, pouvoir avancer face aux difficultés. Alors justement, dans un secteur aussi pointu, aussi exigeant que celui de la santé, comment on vise l'excellence? Alors l'excellence qui va souvent avec aussi exigence, l'excellence elle va avant tout avec une analyse du marché, puisque nous on a la chance d'avoir un marché où tout est publié, comme je le disais, et où on peut connaître les patients, puisque finalement, nous, on veut trouver des médicaments pour une certaine population de patients qui va en bénéficier, et comment avoir des médicaments avec un prix à justifier pour ces patients. Et donc, quand je parle de maladies graves, c'est des maladies qui sont mortelles, type des maladies cardiaques, du cancer et d'autres maladies. Donc, cette excellence, elle passe avant tout avec une analyse du marché qui s'associe à une sélectivité sur les dossiers que l'on voit ou que l'on va chercher, sur des innovations que l'on va chercher. Et puis ensuite, un accompagnement, ce qui est très important, c'est un accompagnement des entrepreneurs que nous-mêmes nous finançons et nous accompagnons. Donc un accompagnement pour avoir la meilleure exécution possible, parce que oui, dans la santé, évidemment, il y a du risque et dans l'innovation, mais c'est vraiment les accompagner au mieux vers justement le succès patient. Alors en face de toi, Wilfried Rivière, président directeur général d'une belle entreprise Emrys. Il y a 10 ans, cette année, tu as eu une idée géniale. Géniale. Tu as fondé Emrys, basé à Annecy, une belle région, qui est devenue depuis la première coopérative de consommateurs d'Europe avec un volume d'affaires annuel de 200 millions d'euros. Une idée simple en fait. Oui. Vous achetez en masse des cartes de cadeaux
auprès de l'ensemble des grandes enseignes, comme Auchan, Carrefour. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le volume d'achat nous met en posture de négocier des commissions, des avantages qu'on répartit à nos consommateurs tout simplement. Donc notre volonté première, c'est d'aider les gens à boucler les fins de mois. Donc je me définis comme un entrepreneur social. Donc c'est pas un gros mot, hein. C'est comme tout entrepreneur, je veux créer de la richesse, mais je veux la partager. Je mets en place une gouvernance, mais elle est partagée. Et il y a aussi besoin de capitalisation, et elle est également partagée. Donc, tu fais partie, en fait, des gens qui aident les Français face à l'inflation, etc. Oui, on veut être porteur de solutions. Donc, nos clients sont des gens qui s'inscrivent gratuitement sur notre plateforme et qui veulent faire des économies de quelques dizaines d'euros par mois. Et on a une deuxième catégorie de membres qui ont une âme d'entrepreneur et qui peuvent entreprendre depuis chez eux sans risque, à développer un réseau, à parler de nos solutions dans leur entourage. Et ils peuvent nous facturer donc des primes carrières sur le volume d'activité de leur équipe. Et donc, c'est génial de voir des gens qui rentrent comme des consommateurs et qui deviennent des entrepreneurs et donc qui grandissent à travers les solutions qu'on offre. Et c'est une très, très belle aventure humaine. Quand vous le voyez comme ça, avec sa cravate, etc., c'est un serial entrepreneur incroyable, mais c'est aussi un homme passionné par la chanson, puisque on m'a dit que tu accompagnais également a cappella les chanteurs et les chanteuses qui animent des conventions annuelles. On va pas te demander de le faire en direct, mais Je suis partant. mais à la fin de l'émission, le pari est pris. Vous êtes tous d'accord, hein? Oui. Voilà. Et en plus cette année, justement, je sais pas s'il y a un lien avec ça, mais tu fêtes les 10 ans. On fête les 10 ans Au Casino de Paris. au Casino de Bon, Paris. je pense qu'il y aura des surprises avec toi, hein. C'est une belle aventure, dis-moi, hein. Comment tu as eu justement l'idée de lutter contre l'inflation? On en parlait tout à l'heure, avec des cartes cadeaux comme ça. En fait, c'est la suite logique de mes expériences. C'est-à-dire que j'entreprenais moi-même à domicile avec différentes sociétés où je bâtissais des réseaux par le bouche-à-oreille. Donc, je faisais ce qu'on appelle du marketing relationnel. Vous connaissez tous des entreprises comme Tupperware, IAD, l'immobilier à domicile, Thermomix, le fameux robot de cuisine, etc. Et donc, j'ai eu un certain succès avec des entreprises de ce genre, mais aussi certaines déconvenues, certaines déceptions, où je trouvais que l'humain n'était pas assez au centre des préoccupations. Et donc, j'ai voulu proposer un modèle plus simple, un modèle d'entreprise à domicile plus abordable pour tous, où on n'aurait pas un produit à vendre à ses amis, mais plutôt un bon plan à partager, celui de faire des économies. Et j'ai démarré sur un marché un peu difficile à l'époque, parce que j'étais le premier, le seul, quasiment, à vendre dans ces volumes de la carte cadeau aux particuliers. Ton marché il est plutôt domestique. Est-ce que tu comptes te développer à l'international? Oui, bien sûr, on est en train de refaire complètement notre structure technique pour qu'elle puisse être multilingue et multidevise. Et donc, partout où on a des consommateurs qui aiment les bons plans et partout où on a des entreprises qui aiment des clients fidèles, on pourra s'implanter. Donc, on a des ambitions très, très Partir grandes. à l'international, innover, devenir Oui. un leader mondial. Juste en face de toi, tu as un leader mondial avec Bruno Letiec, directeur des opérations pour UPS France. UPS, c'est le leader mondial de la logistique, offrant une large gamme de solutions, incluant les transports de colis, on le connaît tous, hein, le fret, la facilitation du commerce international et le déploiement également de technologies avancées pour générer plus efficacement le monde des affaires. Bruno, toi, tu as rejoint l'entreprise, si je ne me trompe pas, en 90, comme attaché commercial. C'est toujours très intéressant de parler des carrières des gens. C'était à Rennes, non? Exactement. Voilà. Et tu as évolué dans différentes fonctions commerciales jusqu'à chef des ventes. Beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent sur BFM veulent connaître l'histoire des gens. Alors, 2003, toi, tu changes de métier et tu rejoins les opérations comme responsable des centres dans une très belle ville. Bordeaux, c'est la mienne. Et Limoges. Après 3 ans, tu rejoins les réseaux comme directeur du hub Hachilly-Mazarin en Ile-de-France. Et 11 mois plus tard, tu es nommé directeur Benelux Hub basé en Belgique. Donc tu pars un peu à l'international. Après un passage au service sûreté, parce que c'est très important aussi, on ne veut pas que nos colis se perdent, tu reviens dans les opérations comme responsable de Saint-Ouen et tu es promu directeur Transportation, directeur du réseau. Voilà, c'est bien fait, hein. Est-ce que tu peux nous parler, parce que cette marque, elle est ultra dynamique, de la dynamique du PS? Alors, la dynamique du PS, vous avez parlé d'une société américaine, mais en France, on est très bien implanté. On a un maillage de plus de 6600
point d'accès UPS, donc très proche de nos clients. 2700 employés, 2800 partenaires. Et nous sommes très motivés sur l'investissement, puisqu'on avait un plan d'investissement de plus de 200 millions d'euros. Les 9 dernières années, on a investi 150 millions d'euros, principalement sur Lyon, Paris, Toulouse et le dernier centre, c'est Besançon, pour être plus proche des entreprises. Et là, on a maintenant pour la prochaine année une évolution de 46 millions sur le hub d'Evry et un nouveau centre logistique à Marseille. Tu as gravi tous les échelons dans cette très belle entreprise. Donc, tu es un exemple normalement de manager. En fait, tu es quel type de manager? Je pense que je suis aujourd'hui... Alors, un exemple, je pense que si on arrive à ce niveau-là, c'est grâce à nos équipes. Oui, ça c'est la première des choses. On essaye que nos équipes... On valorise la promotion interne. Je pense que je suis aujourd'hui plutôt un capitaine de bateau. au milieu de ce bateau et j'aide les équipes d'aller d'un bord à l'autre suivant le vent. Aujourd'hui, tu recrutes. C'est quoi les profils pour l'année à venir que tu recrutes chez UPS? Ce que l'on recherche surtout, des UPSeurs ou UPSeuses, ça c'est le terme, comment on s'appelle en interne, entre guillemets, c'est surtout l'engagement. L'engagement, la satisfaction des clients. On cherche toute personne qui est engagée aujourd'hui pour la satisfaction de nos clients est le bienvenu. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, on va plutôt... Là, tu fais l'annonce en direct, là. Ouais, t'as raison. On en profite principalement sur la région parisienne et la région lyonnaise, surtout pour cette période de fin d'année. C'est super. Alors, Emmanuel Le Cerf qui est avec nous, directeur général de QS France. Toi, ta carrière, IBM. Entre autres. Entre autres. Les autres entreprises dans lesquelles tu es passé? C'est les entreprises de logiciels depuis le début, et beaucoup sur les marchés financiers. Donc c'était avant IBM, ça. Et en fait, toi, tu lances ta startup Data Legal Drive en 2019. Tout à fait. Aux côtés de Sylvain Stobb. Qui était le fondateur. Exactement, qu'on connaît bien. Et Maëlys, à qui on rend hommage également de Numéum. Et qui accompagne la croissance de cette Legal Tech, on le dit comme ça? Oui, on le dit toujours comme ça. Okay. Tout à fait. De la conformité, dont tout le monde connaît, RGPD en France. En 2024, Data Legal Drive intègre UKS Group, le leader mondial des solutions logicielles dans le cloud, les relations investisseurs. Et ça, je pense que c'est un tournant important pour ton groupe. Bien sûr. Donc moi, j'ai participé à Data Legal Drive, donc la société qui était là avant, pour l'amener d'une start-up à ce qu'on appelle une scale-up, c'est-à-dire une entreprise en forte croissance, sur le RGPD. Donc le RGPD, pour rappel, juste, ça concerne toutes les entreprises de toute taille, privées ou publiques. Et c'est un avantage concurrentiel, ça permet de répondre aux appels d'offres, c'est pas une contrainte pour les entreprises. D'ailleurs, initialement, vous étiez orienté sur le RGPD pour accompagner ces entreprises dans la protection de leurs données professionnelles. Tout à fait. Aujourd'hui, l'offre est en train d'évoluer, non? Tout à fait. Donc en fait, on a eu un tournant justement avec Sylvain l'année dernière de se dire, en fait, on doit se développer à l'international parce que le RGPD, c'est le même dans toute l'Europe. Et on en retrouve aussi dans d'autres pays étrangers. Donc le sujet était de dire comment on se développe. Donc soit on passait par une grosse levée de fonds, soit on cherchait un partenaire industriel, qui est donc EQS, pour nous accompagner à l'international et développer nos produits au sein de son offre, qui lui a une offre beaucoup plus large sur la compliance. Alors justement, Emmanuel, les prochaines étapes du développement de ton entreprise, quelles sont-elles? Donc premièrement, comme je viens de le dire, l'international. C'est-à-dire que EQS, avec sa surface géographique, va nous permettre de se déployer très vite en Europe et donc de devenir le leader européen sur le RGPD. Ensuite, vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle et de la norme européenne qui a été promulguée en juillet dernier sur piloter l'intelligence artificielle et ne pas laisser les entreprises de faire n'importe quoi avec. Donc là, pareil, on a sorti un module en juillet dernier qui va être mis en application officiellement dans 2 ans pour toutes les entreprises. Donc on se développe sur ce genre de sujet aussi. C'est génial. Raphaël, Wilfried, Bruno, Emmanuel, est-ce que vous êtes prêts maintenant à débattre? Bien sûr, plus que jamais. Hein. Paris ETI, le débat, c'est parti. Paris ETI sur BFM Business. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie sur ce plateau. On le sent. Comment on garde son enthousiasme pendant tant d'années, 10, 20, 30 ans, à la tête d'une ETI, d'une PME de croissance ou d'un grand groupe? Raphaël. L'enthousiasme, c'est de nouveau les gens, l'équipe, les personnes, de pouvoir à la fois
recruter, mais surtout faire adhérer à un projet, à une ambition des plus jeunes, des moins jeunes. Ça c'est le plus important et ce qui motive le plus. C'est ce qui me fait me lever tous les matins. Euh, Certes, les patients, comme je l'ai dit, mais autour des patients, c'est avant tout l'être humain Ouais, et l'agnac. et l'agnac. Wilfried. Pour moi, l'enthousiasme vient du fait de porter une grande vision, avant tout. Mais il faut aussi qu'on fasse adhérer à cette vision les gens qui nous entourent et qui nous soutiennent dans notre mission. Sinon, c'est difficile tout seul, on va nulle part. Bruno, dans un grand groupe comme le tien? Pour moi, on est une société industrialisée, mais l'individu reste au milieu. Et d'avoir l'enthousiasme et l'engagement des UPSeurs et UPSeuses tous les jours, de voir la banane, ça me fait me lever le matin. Emmanuel? Pour moi, il faut toujours mettre du fun dans le travail. Donc ça passe par l'animation de l'activité avec les employés, donc faire des séminaires, faire des kick-offs, emmener tout le monde à l'extérieur, s'amuser, il faut du fun. C'est comme ça qu'on regarde l'enthousiasme des gens, et en tout cas le mien. Oui. L'herbe, on dit souvent, est plus verte ailleurs. Les ETI sont plus vertes que les autres entreprises pour vous? Je pense pas. Peut-être qu'on est porteur d'espoir et de solutions. C'est peut-être pour ça qu'on a tendance à focaliser sur l'opportunisme en fait de ces entreprises. Raphaël, qui a connu tous les startups, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes, actionnaires d'entreprises, etc. Qu'est-ce qu'on pense des ETI? Ce n'est pas un long fleuve tranquille, néanmoins il y a toute cette énergie justement qui donne envie. Et après c'est de faire adhérer sur cette belle pelouse d'autres membres. Bruno Letiec. Pour moi, les ETI nous font avancer. Avec l'expérience client. Les ETI, il faut avancer les grands groupes. Exactement. Pourquoi? Parce on parlait de start-up, on parlait d'ETI. Quand on a des grands groupes, on a des process en place. Les ETI ont toujours des idées. Oui. On doit se mettre à leur disposition pour pouvoir les faire avancer. Emmanuel? Si on regarde le marché de manière macro, il y a les ETI, les grands groupes et les PME. Moi qui ai fait les trois, je trouve que dans les ETI, on a à la fois la flexibilité encore d'une PME, parce qu'il n'y a pas encore tous les process, hiérarchie, la matrice, mais on a aussi des moyens. Là où dans les grands groupes, on a beaucoup de process et des moyens, et dans les startups, on a beaucoup de flexibilité, mais parfois on manque de moyens, de trésorerie ou de ce genre de choses quand on a une startup. C'est la bonne combinaison des deux Exactement. mondes, d'avoir Ouais, assez de c'est moyens ça. et de pouvoir aller vite et flexible. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région que tu connais bien. Oui. Les régions, les ETI, c'est un duo gagnant ou pas? En fait, chez Emrys, on propose à tous nos membres d'entreprendre à domicile. Et je sais que secrètement, un Français sur deux rêve d'entreprendre sans oser passer à l'action. Donc, on permet à beaucoup de personnes de se Dans les découvrir territoires? dans les territoires, de se découvrir entrepreneurs. Et on voit des gens évoluer, on voit des gens fonder leur PME, évoluer. Et c'est vraiment la plus belle récompense chez Emrys. Concrètement, que font les régions pour vous aider dans vos déploiements? Les régions, c'est avant tout, en tout cas dans le domaine de la santé et du médicament innovant, c'est beaucoup de recherche et développement de grande qualité. Qu'on oublie. J'étais content d'entendre l'UPS à Besançon, parce que nous, on a aussi une société, on a été dénicher des fondateurs, entrepreneurs pour les accompagner dans un futur traitement qu'ils essaient de développer depuis 20 ans. Donc, les régions, ça apporte beaucoup d'innovation et ça, c'est important de les aider. Ça fait partie de notre devoir en tant qu'acteur français important. Bruno? Nous, les régions, aujourd'hui, je vous parlais du maillage du PS, notre objectif, c'est quel que soit où vous vous trouvez en France, c'est de vous donner l'ouverture et la fenêtre vers l'international, puisque vous pouvez vous trouver en Bretagne ou dans le sud de la France et avoir accès à plus de 220 pays à travers le monde. Emmanuel? Alors, en termes de base client, évidemment, les régions, c'est important, parce que toutes les entreprises ne sont pas parisiennes. Et en termes de culture d'entreprise, pour nous, c'est important, parce qu'on a toujours eu une filiale à Boulogne-sur-Mer, qui est notre centre de support et centre de développement. Et donc, ça apporte une autre culture dans la société que d'être vraiment tous parisiens, avec ce côté parisianisme qu'on connaît tous, parce qu'on habite tous Paris. Voilà, d'avoir ce côté culture un peu mélangé, moi, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, les gens vous écoutent, les gens vous regardent sur BFM. Ils se disent, j'ai envie de devenir comme eux. Quel est le message que vous voulez adresser à nos jeunes qui nous écoutent? Le message que je voudrais adresser, c'est d'abord de croire en soi
et d'avoir la détermination. Porter une grande vision, être déterminé et être animé de hauts sentiments aussi. Vouloir vraiment améliorer quelque chose. Haut et beau sentiment. Hein. Des hauts et des beaux sentiments. Être magnanime. Exactement. Emmanuel. Ce que je dirais, moi, c'est de ne pas attendre 45 ans comme moi pour entreprendre. Donc, je dirais aux jeunes, allez-y, entreprenez, vous avez le temps. Si vous vous trompez, c'est pas grave, vous rebondirez, vous referez autre chose, vous rejoindrez un grand groupe ou une ETI, mais entreprenez dès que vous pouvez, si vous avez des idées. Ne pas attendre. Bruno. L'enthousiasme. Ne pas. On a souvent, on entend des freins. On n'est pas capable de faire ça. Soyez créatifs et enthousiastes. Être persistant, ne pas lâcher, consistant, ne pas écouter les difficultés. Enfin, il faut les regarder évidemment et les anticiper, mais foncer. Et trouver aussi, c'est important, des personnes qui vont croire en vous, qui vont vous accompagner et vous soutenir. Ça, c'est quand même Soutenir, c'est aussi le rôle de l'État, des régions, on en parlait tout à l'heure. Justement, je voudrais que vous puissiez nous dire quelle est, à votre avis, les mesures dans les mois à venir que l'État devrait prendre, les régions devraient prendre pour vous faciliter la vie, vous, les ETI, au quotidien. Je pense que, enfin, en ce qui concerne Emery, c'est une meilleure reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on représente vraiment une façon d'entreprendre différente, qui met vraiment l'humain au centre. Et j'aimerais bien voir cette forme d'entreprise plus représentée dans l'actualité, entre autres. C'est une mise en avant, en fait. Une mise en avant et peut-être aussi un peu soutenue par les régions, ça ferait du bien. Concrètement, il faudrait quoi, Raphaël ? Pour de nouveau développer des médicaments et que ça soit accessible aux patients, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, avec bien sûr le savoir-faire, la méthodologie et des fonds comme le nôtre, mais pas que comme le nôtre. Et pour ça, il faut beaucoup plus de liens entre les universités qui justement innovent et le nerf de la guerre qui est le financement, et que on puisse proposer et faciliter que les universités qui sont sources de cette innovation financent des fonds comme le nôtre, mais comme d'autres, permettrait comme aux États-Unis, en fait, permettrait ensuite d'avoir un retour sur investissement et aussi d'avoir des collaborations, de liens pour ces innovations et pour les développer. Emmanuel, l'accompagnement que tu attendrais de l'État pour accélérer votre croissance, ça serait quoi ? Je rejoins ce que dit Raphaël sur le financement. Le financement est clé pour une start-up, une ETI, une PME, pour tout le monde, en fait, c'est clé. Et en fait, il faudrait libérer un peu les charges des entreprises. Nous, qui faisons que du logiciel, le plus gros coût que l'on a, c'est la masse salariale. Et les talents qu'on doit recruter pour le développement logiciel, pour la commercialisation, sont très chers. Et donc les charges sont vraiment Donc, alléger les charges. Alléger les charges, c'est tout simple. Et nous, ça nous permettrait d'embaucher plus, de payer encore mieux les gens, etc., etc. Toi qui as l'expérience à la fois américaine, internationale et puis française aujourd'hui, si tu avais rencontré le futur ministre de l'économie, le actuel, tu lui dirais quoi pour accompagner toutes les entreprises? D'ailleurs, à UPS, vous voyez beaucoup de clients, PME, etc., que vous accompagnez. Tu dirais quoi? Ton besoin, c'est quoi? Pour moi, c'est l'enthousiasme, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une... Il faut avoir un gouvernement enthousiaste. Exactement, vers l'avenir, tourner vers l'avenir et surtout donner la possibilité aux entreprises de pouvoir évoluer, d'investir et d'avoir des nouvelles idées. Et nous sommes là pour les accompagner. Il faut innover, il faut aller de l'avant. Vous parlez beaucoup de services tout à l'heure, vous parlez beaucoup d'excellence. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas sur ce plateau en discutant avec chacun d'entre vous sur cette énergie qui est nécessaire pour développer vos entreprises, pour développer vos secteurs, parce que rien n'est fait dans la propre maison, sa propre maison, si on ne pense pas aux autres. En fait, cette ouverture que vous avez montrée, aussi bien Raphaël, aussi bien Bruno, aussi bien Wilfried, aussi bien Emmanuel, cette force et qu'on a ressenti vraiment dans chacun de vos propos, dans chacune de vos interventions, et je voulais vraiment vous remercier, Raphaël Torchmann, fondatrice et CEO de Jaito. Merci Wilfried Rivière, président directeur général d'Emeris. Bruno Letiec, merci d'avoir donné ton expérience internationale à travers ce que tu fais au sein du PS et ce que tu as développé durant toute ta carrière. Et puis Emmanuel, bonne chance également de cette reprise en tant que nouveau directeur général du KS France. C'était un plaisir. Merci à Camille, Corentin, Stéphane, Alexandre et Pablo
de nous avoir accompagnés, d'avoir préparé avec vous cette émission et avec moi. C'est un plaisir. Ça, c'est la vie. Ça, c'est Paris ETI. Merci. Ciao. Paris ETI sur BFM Business.